Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, sur France Culture, entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, manger local peut-il être aussi un projet social en cette journée mondiale de l'alimentation et alors que s'ouvre au Musée de l'Homme à Paris la grande exposition Je mange donc je suis, le temps du débat s'intéresse aujourd'hui aux locavores en se demandant si cette pratique qui commence à se répandre du manger local sert aussi un projet social et lequel ? Tout le monde peut-il se nourrir localement ? Se fournir en fruits et légumes de saison, puiser dans un territoire proche, est-il possible pour les populations les plus défavorisées ? Et dans quelles conditions ? Nous le verrons avec nos 4 invités. Gilles Fumet, il est professeur de géographie à Sorbonne Université, il est spécialiste de l'alimentation et co-auteur récemment, c'était l'année dernière, aux éditions du CNRS de l'Atlas de l'alimentation. Yona Chifolo sera avec nous en duplex depuis Montpellier, les studios de Radio France, France Bleu Héros qui l'accueillent. Il est directrice de recherche en sociologie à l'INRA. Flaminia Padéou est avec nous, elle est maîtresse de conférences en géographie à l'université de Paris 13. Et Yves Mérillon est également avec nous, il est responsable de l'insertion par l'activité au Resto du Cœur. Selon la plupart des experts, c'est par la nourriture que les civilisations peuvent s'effondrer. Et là où notre modèle économique et industriel s'est déjà effondré, comme à Détroit aux États-Unis ou à Todmorden en Angleterre, c'est grâce à la nourriture que les habitants ont commencé à inventer une nouvelle histoire, à la fois pour vivre mieux, mais aussi pour survivre à ces types de chocs. Entre 1960 et aujourd'hui, Détroit est passé de 2 millions à 700 000 habitants. La ville était une sorte de monoculture industrielle avec l'essentiel des emplois dans l'automobile. Quand le secteur a fermé, tous les emplois se sont envolés et une bonne partie des habitants avec. Non seulement les bâtiments ont été abandonnés, mais il est devenu presque impossible de trouver des produits frais. Alors ceux qui n'avaient pas quitté Détroit, essentiellement les habitants les plus pauvres, se sont retroussés les manches et ont décidé de faire pousser eux-mêmes leur nourriture. La voilà, la belle histoire telle qu'elle est racontée dans le film qui a été un énorme succès au cinéma, évidemment, de Cyril Dion et de Mélanie Laurent. Demain, un extrait de ce film, donc parlant de cette particularité de Détroit, la ville de l'automobile devenue une sorte de laboratoire de l'agriculture urbaine. Bonsoir à vous, Flaminia Padéou. Bonsoir. Merci d'être avec nous, ainsi que à nos autres invités. Vous avez travaillé en tant que chercheuse, puisque vous êtes maîtresse de conférences en géographie à l'université de Paris 13. Vous avez travaillé sur ce cas de Détroit qui, d'une certaine façon, nous permet de démarrer par rapport à ce que connaît tout le monde, tous ceux en tout cas qui ont vu ce film Demain, sur un exemple et peut-être de le nuancer justement. Oui, alors le cas de Détroit est à la fois assez emblématique de cette question du manger local et à la fois en fait il est extrême et donc il est quelque part précurseur des questions qui nous intéressent aujourd'hui, notamment à travers la question du changement global et du futur de notre système alimentaire. Alors c'est vrai, comme on l'entendait dans l'extrait, que Détroit est ce qu'on appelle un désert alimentaire, c'est-à-dire qu'en fait il comporte un certain nombre de quartiers dans lesquels il devient extrêmement difficile pour des habitants défavorisés de s'approvisionner en produits frais. Ça a des conséquences qui sont extrêmement importantes et il faut les rappeler en termes de santé publique, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des problèmes d'obésité mais aussi des problèmes de malnutrition et de maladies alimentaires qui touchent la population sur place. Donc ce que disait Cyril Dion est juste en l'occurrence. Oui, c'est juste en partie et notamment on raconte souvent et c'est vrai que la population est partiellement obligée d'aller faire ses courses dans des stations essence qui restent en fait les seuls lieux où on peut avoir accès à l'alimentation. Je pense que par contre ce qu'il faut rappeler et ce pourquoi il faut nuancer, c'est qu'il y a quand même des raisons politiques à ça. C'est que dans les années 60 et 70, les supermarchés qui ont quitté la ville de Détroit parce que c'était pas rentable, c'est aussi un phénomène qu'on a vu dans beaucoup d'autres villes américaines avec des supermarchés qui ont quitté les ghettos pour aller dans des banlieues périurbaines avec des ménages plus favorisés. Donc au-delà du cas un petit peu extrême de Détroit, de fait il y a eu des choix de société, des choix économiques et politiques qui ont été faits dans ces années-là et qui ont laissé des populations dans le besoin en termes alimentaires. Et donc on se trouve avec des friches urbaines et ces friches urbaines sont reprises d'une certaine façon par des habitants qui décident d'en faire des
des jardins et de développer une agriculture locale, mais ce verdissement ne se fait pas sans conditions, et en particulier des conditions qui permettent le déplacement d'une population afro-américaine, une sorte d'arrivée disons, de gentrification de ces endroits de Détroit. Et donc, au bout du compte, ça se fait aussi au détriment de populations qui sont moins favorisées et qui sont obligées de quitter ce centre-ville devenu à nouveau vert. Oui, alors ça, c'est plutôt dans un second temps, parce qu'il y a eu toute une phase quand même, je dirais, entre les années 90 et puis les années 2010, où de fait, cette petite agriculture urbaine, locale, menée par les habitants, notamment afro-américains, il y a quand même près de 1600 jardins agricoles à Détroit, donc c'est pas rien, ça a joué un vrai rôle important dans l'accès à l'alimentation, dans la sécurité alimentaire, dans la culture alimentaire et l'éducation. Il y a eu tout un travail qui a été fait aussi sur le choix des espèces, de ne pas choisir justement des fruits et des légumes qu'on pouvait trouver en supermarché, mais qui correspondaient aussi à l'alimentation de ces habitants afro-américains. Et en revanche, c'est plutôt dans un second temps, très récemment, qu'il y a eu une sorte d'afflux justement à Détroit autour de l'agriculture urbaine suite à une très forte médiatisation du cas. Et là, on a vu beaucoup d'inégalités se rejouer. Rejouer. Exactement, avec de nouveaux agriculteurs urbains, jeunes, disposant de capitaux, déposant des appels à projets auprès des fondations locales, comme par exemple la fondation Ford, qui est la même fondation donc, de l'industrie automobile qui a quitté Détroit. Et ça a créé des inégalités assez fortes et ça a transformé cet accès à l'alimentation. Gilles Fumet, vous qui êtes géographe, qui vous êtes intéressé parmi les premiers à cette question de la géographie, de l'alimentation et de géographie liée justement à ces manières de vivre autour du local et de l'alimentation. Est-ce que ça n'est pas un paradoxe qui vient d'être décrit par Flaminia Padeou, justement, qu'à partir d'un certain moment, eh bien, cette façon de vouloir manger local ne peut pas satisfaire la totalité d'une ville, par exemple? Non, parce qu'en fait, nous sommes dans un système agroalimentaire extrêmement puissant, dans lequel vous avez une industrie qui, avec la distribution, nous cerne de toutes parts sur l'alimentation. Il faut voir que moi, j'ai des étudiants qui se trimballent avec de la nourriture dans leur sac, sur le quai du métro, vous avez de la nourriture. Et donc, il y a un système agroalimentaire extrêmement puissant, avec un marketing très, très fort, avec de la publicité particulièrement agressive, qui fait que ce système-là, il a effectivement les défauts dont on a parlé, mais il faut s'en sortir. Et là, c'est pas seulement une question de volonté, parce que ceux qui effectivement ont compris le caractère néfaste de certains produits liés notamment à tout ce qu'on a découvert avec les crises alimentaires depuis 1995, commencer par la vache folle. Et donc qui se sont rendus compte que ça posait des problèmes de santé. Bon, ceux-là, effectivement, ils ont réfléchi et ils ont pris les taureaux par les cornes. On va voir le cas des AMAP tout à l'heure. Mais les autres, vous avez beaucoup de gens qui, pour plein de raisons, n'ont pas le temps de réfléchir, n'ont pas le loisir, n'ont pas pas le temps, tout simplement. Oui, voilà. Et puis certains pourraient réfléchir, n'ont même pas la volonté, voilà, parce que ils ont des critères pour choisir leur alimentation qui n'est pas celui-ci. Et c'est pour ça que, justement, la grande nouveauté aujourd'hui, c'est que les jeunes, entre autres, et par le vegan, mais en général les jeunes, sont des gens qui mettent en avant quelque chose qu'on ne mettait pas en avant il y a encore quelques années, c'est l'environnement. Mmh. Voilà. Et donc ça change effectivement profondément oui, la donne, effectivement, que de mettre ça en place. Vous êtes avec nous depuis les studios de France Bleu Héros. Yuna Chifolo, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche en sociologie à l'INRA et que vous travaillez en particulier sur la question de ces circuits courts qui se développent un peu depuis quelques années et qui permettent justement d'avoir un manger local qui se développe. Est-ce que les paradoxes qui viennent d'être pointés à la fois par Flaminia Padeou et par Gilles Fumet, vous les percevez aussi sur ces circuits courts que vous observez en tant que sociologue? Oui, alors les circuits courts, en fait, en France, ils ne sont pas nouveaux, puisqu'on a, on a à la fois des formes anciennes, type les marchés de plein vent ou la vente à la ferme, qui sont traditionnelles en France. Mais Gilles Fumet en a parlé, donc la vache folle a tout changé.
Et avec les peurs alimentaires qui ont été suscitées par cette crise, donc les gens se sont retournés vers le local, vers la proximité, vers les producteurs pour se rassurer. Ça a généré un renouveau des circuits courts, ça a généré aussi plein de formes nouvelles qui viennent faciliter l'accès à une alimentation locale, alors qui ne va pas forcément toujours être vertueuse. Il s'agit justement de regarder un peu plus derrière, puisque cet intérêt pour le local a suscité aussi un certain nombre d'opportunismes qui fait Lesquels, par exemple on va trouver des circuits courts qui ont bien compris l'intérêt et ont compris aussi que c'était bien d'être pratique, accessible facilement. Donc, par exemple, des plateformes de vente par Internet qui vont proposer des produits locaux, mais pas que. Sauf que le consommateur va pas bien comprendre que cette offre, finalement, n'est pas que locale, n'est pas que bio. Il va faire confiance, déléguer sa confiance à cet intermédiaire qui va en plus, y compris peut-être même aller proposer jusqu'à une forme de livraison à domicile, donc pour rentrer dans les modes de vie actuels, mais pour autant sans qu'il y ait derrière une transformation du système. Une vision un peu vertueuse du système, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, tout à fait. Alors, on peut prendre un exemple. Par exemple, France 3 faisait un reportage récemment sur des distributeurs qui sont installés, des distributeurs de produits locaux, mais ce sont un peu des distributeurs comme des distributeurs de grandes marques de soda qu'on peut trouver dans des villages, par exemple. Mais disons que, alors qu'on promeut l'idée qu'un distributeur qu'un produit local puisse permettre de rencontrer ceux qui le fabriquent, en particulier les agriculteurs, bio ou pas, eh bien là, en l'occurrence, on n'a aucune relation avec celui qui fabrique, qui simplement est là pour recharger le distributeur. En ce moment, on recharge à peu près tous les 2-3 heures. J'arrive à tenir une demi-journée quand c'est calme. Mais sinon, toutes les 2-3 heures, surtout l'été, quand il y a des fraises, ou l'hiver, là, pas mal de poireaux, carottes, ça part bien. Ouais. Voilà, c'est pratique, on peut se faire plaisir un peu quand on a envie. Et puis moi, ça me permet de proposer un produit qui est local. Vous appuyez sur ça et votre bouteille de lait se remplit. Merci Madame la vache. Le lait est vendu à 1 € et à la laiterie, c'est vendu en général, on va prendre une moyenne de 30 centimes. Donc le lait est vendu 3 fois plus cher. Le vendeur, de toute façon, qu'il attende 4 heures ou 3 heures le matin pour juste 5 ou 6 clients, ça n'est pas économiquement intéressant. Disons que là, on a réussi à permettre une activité économique à moindre coût. Voilà, c'est en Hauts-de-France et en Alsace qu'ont été tournés ces reportages de France 3. Ça veut dire qu'on peut donc se fournir en produits locaux, mais sans rencontrer le fournisseur, sans rencontrer celui qui a fait pousser ces carottes, ces poireaux, ou même qui a trait la vache qui vous permet d'avoir du lait. Et c'est tout de même un petit problème, ou en tout cas ça veut dire que c'est très différent de ce qu'on peut imaginer des marchés de plein vent que vous évoquiez, mais les marchés de plein vent, on peut voir que 5 clients dans la matinée, et c'est pas très rentable, dit un de ces agriculteurs. Vous en pensez quoi, Yuna Chifolo ? Sauf qu'en fait, ça c'est qu'une partie de l'histoire, parce que là justement on s'est intéressé au rôle du numérique dans les circuits courts, et en fait ce qu'on voit c'est aussi que le numérique, il permet de dégager du temps qui sert uniquement à être là pour faire des permanences, pour vendre. Effectivement, on a quelques clients. On facilite la distribution avec le numérique, avec des précommandes à l'avance, avec un distributeur qui est là, mais en même temps, ça nous permet de dégager du temps, ça leur permet de dégager du temps pour discuter, pour rencontrer. C'est-à-dire que la relation comme ça, Internet pur, finalement, on le voit dans la durée, ça ne tient pas. C'est-à-dire que le circuit court, il ne tient pas dans la durée. Il ne tient pas s'il n'y a pas en plus, à côté de ça, des rencontres où au contraire, on n'est plus là simplement en train de faire la transaction d'un produit contre un achat, mais on discute de choses, de la vie, du monde, de la société qu'on voudrait, de l'agriculture qu'on transforme ou pas. Enfin, donc voilà, donc c'est les deux vont ensemble. Et les formes purement Internet, complètement déshumanisées, au final, les consommateurs en attendent plus, et donc c'est pas forcément vers celle-ci qu'ils vont se tourner, ou en tout cas
être fidèles. Yves Mérillon, bonsoir, vous êtes responsable de l'insertion par activité au Resto du Cœur. Bonsoir. Vous avez depuis très longtemps mis en place des jardins du cœur qui sont donc des espaces où ça sert à l'insertion professionnelle, puisque c'est essentiellement fait pour que les gens retournent vers le travail, mais également ça vous permet de fournir dans des Restos du Cœur, mais ça n'est pas la totalité de très loin, puisque ça ne fait que 350 tonnes de fruits et légumes par an. Ça vous permet de fournir certains des centres des Restos du Cœur avec une alimentation proche, locale, et pas tout à fait bio, mais presque bio en l'occurrence. Et ça fait partie des missions que vous vous êtes données. Vous en ouvrez très régulièrement, récemment à Dieppe ou en Eure-et-Loir. Est-ce qu'il y a justement cette préoccupation que socialement, quand on est défavorisé, quand on n'a pas les moyens de s'offrir autre chose que de la nourriture industrielle, venant des industries agroalimentaires, eh bien on puisse avoir une nourriture locale? Alors effectivement, là, on est dans un contexte très différent de ce qui peut se passer à Détroit. L'objectif premier, c'est l'insertion vers l'emploi de personnes qui en sont très éloignées pour différentes raisons, dues aux accidents de la vie, à des problèmes de santé, à des chômages de longue durée. Mais il se trouve qu'on a 42 jardins du cœur, et chaque année, on en crée un ou deux, qui produisent des légumes qui sont distribués, là, pour le coup, très localement, puisque on a 2200 centres de distribution en France, et donc les produits ne font que quelques kilomètres avant d'être distribués gratuitement aux personnes qui sont accueillies par les Restos du Cœur. Et aussi depuis, donc là c'est la partie locale, la partie environnementale, c'est que depuis 2 ou 3 ans, on s'attache à produire dans des conditions qui sont celles de l'agriculture bio, c'est-à-dire en bannissant complètement tous les pesticides d'origine et de synthèse chimique. Donc effectivement, même si l'objectif premier des jardins, c'était pas ça, il se trouve que c'est un bénéfice supplémentaire qu'on essaye de mettre en avant, déjà par rapport aux salariés que nous accueillons, qui sont assez satisfaits de produire de la bonne qualité, et pour des gens qui sont près de chez eux, qui peuvent connaître éventuellement. Mais est-ce que cette préoccupation, qui est souvent décrite par les journalistes, mais peut-être pas par les chercheurs, comme étant une préoccupation, le manger local, qui touche essentiellement des classes favorisées et des classes, disons, urbaines à fort capital social, par exemple, est-ce que vous la voyez aussi auprès des bénéficiaires des Restos du Cœur? Je crois que je ne vais pas vous raconter d'histoire. Si les gens viennent au Resto du Cœur pour chercher des denrées, la raison première, c'est qu'ils n'ont pas assez d'argent et qu'ils ne mangent pas assez. Donc c'est vrai que c'est sûrement pas la qualité bio des produits qui les préoccupe en premier. Mais nous essayons quand même de les sensibiliser à ces questions-là, par exemple en faisant en sorte que les salariés en insertion viennent dans les centres de distribution pour présenter leur production. Et beaucoup de centres de production font aussi des ateliers cuisine pour expliquer comment on peut cuisiner des légumes que les personnes ne connaissent pas forcément, et là aussi valoriser la qualité du produit. Oui, Flaminia Padéou, vous travaillez non seulement sur Détroit, mais sur d'autres espaces, et en particulier en France. Vous vous intéressez au glanage alimentaire, à la cueillette en ville, et vous avez aussi travaillé sur les AMAP. Ces AMAP qui sont des lieux souvent considérés comme des lieux bobos, parce que simplement il faut avoir une attitude, il faut savoir comment se placer auprès de ces associations qui fournissent justement une nourriture locale venant de tout près chez des urbains. Oui, effectivement, ce qu'on voit, c'est que dans les AMAP, et c'est aussi des travaux de collègues qui montrent ça, que vraiment il y a quand même une forme d'entre-soi dans ces réseaux-là, notamment parce que on y retrouve des populations qui ont un fort capital scolaire, éducationnel, bien plus que financier, et qu'en fait les questions du frein à une bonne alimentation, ils sont pas seulement économiques, mais ils sont aussi sociaux, c'est-à-dire de connaître les réseaux auxquels on peut avoir accès pour avoir une alimentation saine, qu'il y ait des réseaux à proximité, et souvent quand on habite dans des quartiers populaires, il y a moins d'AMAP ou de réseaux de circuits courts qui se sont implantés. Et par ailleurs aussi, que quand on a des budgets contraints, effectivement, c'est plutôt c'est sûr que la bouteille de lait qui vaut solution. 3 fois plus cher qu'au supermarché, on préfère la bouteille de lait du supermarché, comme le disait tout à l'heure le distributeur. Exactement. Et c'est aussi une question, et c'est pour ça que c'est intéressant, la question des ateliers cuisine. Il y a une vraie question en fait de formation et d'éducation partagée, à
cette question-là qui permet aussi de changer, de transformer les comportements alimentaires tout en justement ne moralisant pas les individus quand ils ne font pas les choix qu'on considère comme meilleurs, comme manger local par exemple. Gilles Fumet, Flaminia Padéou dit que ce sont les populations les plus précaires qui ont payé le tribut le plus lourd justement au système actuel de l'agroalimentaire et du fast-food. Vous êtes d'accord en tant que géographe et historien de l'alimentation? Oui, en fait, ce que je constate, c'est surtout que la grande distribution s'est adaptée à cette demande locale. Et après avoir saccagé les entrées de ville, elle s'installe dans les centres-villes. Merci M. Sarkozy, qui est à l'origine de la disparition de quantité de petites épiceries locales au profit de ces Franprix et autres enseignes. Faut pas citer de marque. Les enseignes que nous connaissons tous. Voilà. Et donc, là-dessus, je crois qu'il faut être clair et dire que le double discours qui consiste à dire « Ah, mais le bio, c'est bobo et c'est cher », alors même qu'on on achète du bio à l'étranger sous le prétexte qu'il faut satisfaire une demande, c'est franchement tenir un double discours qui est complètement hypocrite. Moi, je pense que dans toute cette affaire, ce qui a changé, parce que là on parle de distribution, et ce qui va continuer à changer, parce que là on est qu'au début de quelque chose. Au début, oui. C'est en fait Internet. C'est-à-dire qu'en fait, Internet va complètement nous aider, ou aider les gens à se désolidariser de la grande distribution et de tout ce système qu'elle met en place. À s'organiser, vous voulez dire, c'est ça? À s'organiser, voilà. On a parlé des circuits courts tout à l'heure. Vous avez des quantités d'organisations sur Internet qui peuvent permettre de commander. Et puis surtout de fabriquer un nouveau système de confiance. C'est-à-dire qu'on ne fait plus confiance à tous ces systèmes traditionnels qui étaient affichés sur les produits alimentaires. De labels, vous voulez dire? Les labels, voilà, parce qu'il y a eu des mensonges. Parce que les entreprises ont menti, parce que les grandes entreprises qu'on a pris la main dans le sac de la fraude et de la triche, sans forcément des conséquences graves sur le plan sanitaire, on est d'accord, ont nécessité de la part des consommateurs un nouveau système de confiance et avec des informations qui viennent directement du producteur. Des producteurs ou des médecins, des nutritionnistes. Manger local, c'est pas compliqué. Tu dois connaître un bon fermier pour qu'il puisse t'approvisionner de fruits et de légumes durant toute l'année. Manger local, c'est vraiment l'idéal. En saison estivale comme en saison hivernale. France Culture, le temps du débat. Manger local. Emmanuel Laurentin. Un manger local venant du Québec, puisqu'il s'agit d'un agriculteur québécois qui s'appelle Capitaine Dandelion, qui a conçu cette petite chanson. Il est de la région de Lotbinière, qui est une municipalité régionale du comté de Québec, située dans la région de Chaudière-Appalaches. Voilà, donc je dis il faut parler des origines, et donc on sait d'où ça vient, et ça vient donc de cette région-là, à cet endroit-là. Vous vouliez réagir, Flaminia Padéou, et puis je donnerai ensuite la parole à Yona Chifolo. Oui, je voudrais réagir en fait parce que je ne suis pas tout à fait d'accord, notamment par rapport au rôle d'Internet, par exemple, et des plateformes numériques. Je pense qu'il faut se méfier des solutions qui sont seulement techniques, parce qu'en fait, derrière ces solutions qui sont proposées, il y a des modèles économiques et sociaux. Et par exemple, une question qu'on évoque assez peu dans la question du manger local, c'est la rétribution des agriculteurs, par exemple. Et ça, on voit que selon qu'on soit dans une AMAP, dans une plateforme ou dans d'autres circuits, cette question n'est pas toujours prise en compte. Et donc moi, je trouve qu'une bonne manière de poser le problème, c'est notamment à travers ce que 2 chercheurs américains appellent le leurre du local ou le piège du local. C'est-à-dire que, en fait, leur idée, c'est que autour de ce mot d'ordre du manger local, finalement, il y a beaucoup d'autres questions derrière qui ont tendance à être invisibilisées. La question de la rétribution des agriculteurs, la question des modèles agricoles qu'on choisit. On peut faire du local avec des pesticides, par exemple, mais aussi la question de l'inégalité d'accès à ces circuits pour les consommateurs. Yona Chifolo, vous avez travaillé en particulier sur ces marchés de plein vent. Voilà,
des marchés, vous le disiez tout à l'heure, qui sont traditionnels à la France. Peut-être dans d'autres pays européens se tiennent-ils aussi, comme en Italie ou en Espagne. Mais en tout cas, ces marchés de plein vent, ce sont des occasions aussi de discuter ensemble, de dialoguer avec les producteurs ou avec les gens qui sont les plus proches de la production pour pouvoir comprendre comment tout cela est encastré dans du social. Oui, parce que je voulais juste réagir un tout petit peu avant, c'est-à-dire que manger local, tout dépend comment. Et effectivement, si le local en soi devient le simple critère et masque, empêche de comprendre ce qui se passe derrière, effectivement, on n'a pas ce côté intéressant. Après, là aussi où je voulais réagir, c'est que, en fait, dans la comparaison, on a fait une comparaison des prix. Les produits en circuit court, de saison, ne sont pas plus chers en moyenne que les produits en grande surface. Mais encore faut-il comparer des produits comparables, c'est-à-dire que, et c'est là qu'effectivement le consommateur n'a pas forcément suffisamment d'informations pour comprendre que derrière ce ne sont pas les mêmes modes de production, les mêmes variétés, les mêmes races. Donc en tout cas, y compris même du point de vue économique, l'information est faussée, ou en tout cas il n'y a pas suffisamment d'informations pour qu'on en comprenne bien. Et comprendre bien que les produits ne sont pas équivalents. Ce que vous voulez dire, c'est que, comme le disait Gilles Fumet tout à l'heure, c'est-à-dire que, en fait, cette mode ou ce désir de manger local conduit effectivement des industriels ou de l'industrie agroalimentaire à en proposer ou de la grande distribution à en proposer dans des conditions qui ne sont pas toujours accessibles ou compréhensibles aux consommateurs. C'est cela ? Oui, parce que en fait, effectivement, le local ne suffit pas, c'est-à-dire indiquer l'origine. Le local, il doit devenir le moyen de se réapproprier ce qu'on mange, de connaître non seulement d'où ça vient, mais comment c'est fait, mais qui l'a fait. Et c'est pour ça que moi, nous, on s'intéresse beaucoup au marché de plein vent, où justement, à la fois, les marchés de plein vent, il y en a 10 000 en France, 6 000 réguliers, donc des points de rendez-vous hebdomadaires dans lesquels on n'est pas obligé de s'engager, contrairement à d'autres formes comme les AMAP où il faut prendre un abonnement ou des groupements d'achat. Et là, donc, on y va pas. En fait, on garde un peu une forme de liberté par rapport à ça. Mais pour autant, c'est un lieu dans lequel on peut justement trouver des producteurs. Alors, en général, même si parfois sur certains marchés, il n'y a plus de producteurs et c'est bien un problème. Et là, il y a une responsabilité politique aussi, puisque normalement, un marché doit avoir au moins 10% de producteurs. Il y a certaines villes qui préfèrent payer des amendes plutôt que de mettre des producteurs, puisque ils se disent que le commerçant, il aura toujours une offre complète, régulière, jolie, esthétique, alors que le producteur, des fois, il a une petite production, voire même il vient pas. Donc, certaines villes préfèrent prendre ce risque-là. Alors, justement, il faut réclamer des producteurs sur les marchés, puisque c'est la règle normalement. Et donc, on a l'occasion, sur ces marchés, de rencontrer des producteurs, de discuter avec eux si on a envie, pas obligé, parce que j'entends bien aussi ce que dit Gilles Fumet, c'est-à-dire parfois on n'a pas envie forcément, ou on n'a pas la volonté de se poser un certain nombre de questions. Mais pour autant, là, il y a une opportunité, il y a une possibilité de discuter aussi avec d'autres consommateurs c'est peut-être plus simple que de discuter avec le producteur auquel on n'ose pas poser des questions. Donc ces lieux-là, qui sont très intergénérationnels, qui brassent plusieurs publics, c'est le circuit court le plus mixte socialement, c'est le circuit court le plus mixte du point de vue des niveaux d'éducation, qui est apprécié par les consommateurs, qui est très important en termes de débouchés pour les producteurs. Et moi, je m'étais intéressée vraiment avec des producteurs en situation de grande précarité pour lesquels aller vendre une petite production sur un marché de plein vent, c'était simplement de la survie. Et j'entends bien ce que dit Flaminia Bathiou, c'est-à-dire que c'est très important effectivement qu'on comprenne bien ce qu'il y a derrière. Donc le local en soi ne suffit pas. Vous voulez dire qu'on a déjà les outils. Entrer par le local. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on a déjà les outils, en l'occurrence Yuna Chifolo, puisque ces marchés de plein vent sont partout sur notre territoire, et que d'une certaine façon, on ne les regarde pas comme étant justement l'outil le plus utile pour pouvoir promouvoir les circuits courts, pour pouvoir promouvoir le manger local, et qu'on va chercher dans des choses qui sont peut-être promu par d'autres, ce que nous avons sous les yeux. C'est ce que vous voulez dire, Yuna Chifolo ? Alors, oui, même si effectivement ce n'est évidemment pas le seul outil et que sans doute il faut l'aménager parce que les marchés de semaine sont difficilement accessibles à des populations qui travaillent. Donc c'est pour ça que des villes créent des marchés, recréent des marchés le week-end ou le soir. Enfin, en tout cas, on peut les aménager pour qu'ils soient plus accessibles à tous. Mais en effet, je pense qu'en plus, c'est un outil de politique publique dont on ne se sert pas suffisamment pour encourager la transition. C'est-à-dire qu'on est sur des outils pour nous qui sont importants pour la transition, qu'elles soient des pratiques agricoles
ou des comportements alimentaires. Flaminia Padéou, et puis ensuite je donnerai la parole à Yves Mérillon du Resto du Cœur. Par ailleurs, dans des territoires urbains et notamment de banlieue, on oublie qu'il y a des formes assez anciennes de production agricole qui en fait donnent un apport alimentaire local de manière très importante. Par exemple, si on prend le cas des jardins ouvriers ou qu'on appelle aussi les jardins familiaux, qui existent depuis la fin du 19e siècle et qui sont toujours très actifs aujourd'hui, parfois dans certains territoires, il peut y avoir 500 parcelles et ça nourrit autant de ménages. Et pour avoir fait un peu de terrain justement en banlieue nord parisienne, on voit que c'est souvent plutôt des populations âgées qui ont parfois des revenus qui sont assez bas, des petites retraites. Et en fait, ça leur permet, non seulement ça joue un rôle de lien social extrêmement important, mais parfois en fait d'être quasiment autosuffisant en fruits et légumes. Mais la pression urbaine ne fait pas en sorte que justement ces parcelles disparaissent sous simplement l'urbanisation. Tout à fait, c'est pour ça que c'est important d'en parler et de les protéger, notamment avec des projets urbains. C'est le cas avec les projets du Grand Paris à Paris, mais c'est le cas aussi dans d'autres villes. C'est important de penser à ces formes d'agriculture et de préserver en fait ces biens communs dans les villes. Yves Mérillon, ces jardins que vous possédez, enfin vous ne les possédez pas d'ailleurs parce que vous êtes en location avec tous les restos du cœur, ces jardins du cœur, ce sont des locations, ce sont donc des endroits qui sont grands, de quelle manière? On a beaucoup de jardins qui sont mis à notre disposition gratuitement par des collectivités, on en a où on loue, c'est très divers sur le territoire. Et cette question justement d'augmenter ce nombre de jardins pour pouvoir permettre à plus de gens à la fois de se réinsérer dans le métier, mais aussi peut-être de manger différemment, c'est une question qui est essentielle pour les Restos du Cœur, ou est-ce que c'est annexe par rapport aux missions premières? La mission première, c'est de réinsérer ces personnes qui sont très éloignées de l'emploi et qui ont besoin d'un accompagnement pour pouvoir reprendre le cycle normal de l'emploi. Mais l'intérêt des jardins, au-delà de la production de légumes locaux et de qualité, c'est aussi que dans notre jargon, nous disons c'est un dispositif de première marche, c'est-à-dire qu'on peut employer des gens qui n'ont aucune qualification, qui ont simplement une volonté de travailler, une volonté de s'engager avec nous. C'est plus facile que dans d'autres chantiers d'insertion que nous pouvons avoir, par exemple de recyclage, d'ordinateurs, etc., qui demandent des compétences un peu plus élaborées. Les jardins ont aussi cette vertu de nous permettre d'accueillir les gens les plus éloignés de l'emploi. Vous dites dans vos travaux, Gilles Fumet, que l'alimentation, c'est un fait social total, façon Marcel Mauss, c'est-à-dire, en fait, avec cela, on peut tout comprendre d'une société. C'est-à-dire la façon dont elle s'entretient du côté de la nourriture, mais dont elle discute, dont elle débat, dont elle vit et quel projet elle peut avoir. Et vous pensez justement que cette vision du local peut permettre de créer une nouvelle société qui serait très différente de celle dans laquelle nous vivons pour l'instant? Alors, en fait, pas une nouvelle société, mais recréer justement ce qui a été perdu et ce qui a été... ça n'est juste qu'un retour au passé ou c'est autre chose? Non, bien sûr, on ne reviendra pas à la bougie. Mais il faut voir que le modèle américain, parce qu'on parle de ça, le modèle américain, c'est quand même celui qui nous a fait croire que l'avenir, c'était l'alimentation industrielle. Voilà, en gros. Une alimentation qui serait beaucoup moins chère et qui permettrait justement de garder son argent pour faire autre chose. Non, mais l'argument effectivement du prix, c'est un argument marketing bien classique qui consiste à vanter quelque chose qui n'est pas cher pour pouvoir élargir sa base commerciale. Mais tout le monde sait très bien que les grands distributeurs qui vantent leur prix, notamment en France, sont chers. Il suffit d'aller en Allemagne pour se rendre compte que nous payons en France 30% plus cher la nourriture qu'en Allemagne. Vous voulez dire dans les supermarchés ou dans les hypermarchés? Oui, supermarchés. Voilà. Et donc là-dessus, il y a un véritable mensonge qui a été fait. Et je pense qu'il y a même quelque chose qui a été, je dirais, complètement intégré à tous ces grands distributeurs qui se sont entendus là-dessus. Voilà. Mais je dirais plutôt que les Américains, eux, nous ont vanté un modèle agro-industriel qui visait à satisfaire des pulsions et des besoins que eux pensaient comme ça, c'est-à-dire des besoins individuels. Voilà. Alors que nous, en France,
et en Europe et en Chine également, nous avons une pratique sociale de l'alimentation. C'est-à-dire qu'au fond, bien sûr que nous pouvons manger tout seul dans un aéroport un sandwich lorsqu'on a faim. Et ça nous arrive souvent. Et ça nous arrive parce que nous sommes des gens qui avons un mode de vie comme ça. Mais au fond, ce qui nous nourrit pleinement, c'est la pratique sociale. Voilà, c'est quelque chose. C'est pour ça que c'est classé le repas c'est quelque chose qu'on partage. français et classé gastronomique français et classé au patrimoine de l'UNESCO. Oui, ça a été ça. Voilà, et moi j'ai étudié ça. Alors pour le coup sur l'ensemble du monde où j'ai pu constater que les deux endroits où il y a vraiment des pratiques sociales, c'est l'Afrique et l'Inde. C'est des gens qui mangent par terre autour d'un plat collectif pendant une fois par jour. Voilà, mais dont le sens est véritablement un moment de rencontre, et puis les Européens, les Chinois, qui ont inventé des modèles à table. Voilà. Mais ailleurs, que ce soit au Maghreb, ou que ce soit où on mange sur le canapé, ou que ce soit aux États-Unis, où on mange plutôt debout, ou en Europe du Nord, on privilégie le modèle debout. Là, on a des pratiques alimentaires qui favorisent évidemment l'alimentation industrielle. Flamina Paléou, ces questions sont largement débattues. En particulier, on a évoqué pour la question du prix, mais aussi pour les questions de changements sociaux d'une certaine façon, c'est-à-dire d'une société nouvelle qui serait en émergence et d'une capacité de revenir en arrière, comme le disait Gilles Fumet, ou simplement d'inventer quelque chose, un autre modèle qui nous permettrait de se sortir d'une parenthèse que visiblement tout le monde n'apprécie pas, la parenthèse de l'agriculture, agro-industrielle et de la nourriture qui va avec. Oui, je pense que la question essentielle, en tout cas pour moi, et à venir, c'est la question écologique. Et je pense que c'est beaucoup autour de ça, écologique au sens large, que se recomposent en fait les modèles alimentaires. Et je pense que les choix qui sont en train d'être faits aujourd'hui répondent notamment à cette question avec l'idée d'une écologie qui soit sociale. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Je pense qu'il y a une multitude... On sait que c'est difficile, l'écologie sociale. L'écologie populaire est très difficile en particulier. C'est-à-dire l'idée que, par exemple, on puisse créer des villes qui soient plus douces, moins dédiées à l'automobile, et en même temps que les prix des logements n'augmentent pas de façon considérable pour chasser les populations les plus pauvres, par exemple. Et toutes ces questions sont toujours débattues parce que simplement, ça n'est pas toujours la puissance publique qui est maîtresse dans l'organisation de l'urbanisation. On sait que c'est difficile, mais on sait qu'aussi derrière, il y a des volontés politiques et des choix qui sont faits ou qui ne sont pas faits, et qu'il y a beaucoup d'initiatives qui montrent que c'est possible. Je pense par exemple aux cantines autogérées, par exemple, où c'est à la fois de la récupération d'un vendu alimentaire, mais à la fois il y a une forme de prix libre. Donc ça montre en fait que les questions écologiques et sociales, elles peuvent être traitées ensemble et que c'est des systèmes qui mériteraient de l'attention et d'être développés. Oui, sur ce point, Yves Mérillon et puis Yuna Chifolo. Oui, je suis assez sensible à ce discours parce que tout à l'heure, on évoquait l'idée que l'agriculture produisant des produits de qualité, c'est peut-être plus pour les gens à haut pouvoir d'achat ou pour les bobos. Je crois qu'au Resto du Cœur, on est attaché aussi à fournir une nourriture de qualité aux personnes, aux 900 000 personnes que nous accueillons dans nos centres. C'est pas parce que les gens sont démunis et n'ont pas d'argent qu'ils doivent manger de la nourriture de seconde zone. On pourrait avoir le même discours vis-à-vis de la culture. On a aussi des activités culturelles parce qu'on pense que c'est pas parce que les gens n'ont pas d'argent qu'ils n'ont pas le droit d'aller au cinéma, au théâtre ou au musée. Donc ça me semble allier l'écologie et le social. Ça cadre parfaitement avec le projet Resto, même s'il y a 35 ans, quand on a été créé, ce n'était pas des sujets d'actualité, mais il se trouve qu'aujourd'hui, on est en plein dedans. Yuna Chifolo, puisque vous parliez de politique tout à l'heure en disant qu'il fallait interpeller les politiques sur ces questions. Oui, sachant que, en fait, pour moi, l'idée, c'est aussi qu'il n'y aura pas de transformation sociale sans transformation de l'économie. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les initiatives là autour du manger local, elles sont en train déjà de se réapproprier l'économie. On sait où va notre argent, on sait par qui il circule, à quoi il sert, à qui il profite. Et c'est pour ça que là, effectivement, dans certaines plateformes, on ne sait plus bien. Enfin, on perd le lien, on perd le fil. Donc, il y a des nouveaux modèles économiques qui s'inventent. Il y a encore beaucoup de recherches à faire là-dessus pour bien comprendre, y compris à le comparer à un modèle économique finalement du système agro-industriel avec un certain nombre de coûts cachés sur lesquels on a encore beaucoup à réfléchir, à apprendre et à communiquer. Et puis surtout, derrière le manger local, c'est de la démocratie. On prend aussi une notion qui vient finalement des pays anglo-saxons qui s'appelle la démocratie alimentaire. C'est dans cette perspective et qui ne se fait pas sans justement des populations démunies, puisque donc une collègue à nous, Dominique Paturel, va travailler y compris sur des formes de démocratie alimentaire avec des SDF, avec des gens qui justement s'alimentent dans l'aide alimentaire. Donc il
Il y a aussi des formes comme ça qui permettent justement une participation. Les ateliers cuisine, on pourrait revenir là-dessus, c'est pas forcément les meilleurs exemples, dans la mesure où justement la participation est plutôt décrétée par d'autres. Donc il faut aussi soutenir des formes plus spontanées, plus informelles. Enfin, en tout cas, essayer justement de voir tout ce qui peut se réinventer dans la démocratie pour une autre économie. Merci à vous, Yuna Chifolo, et merci au studio de France Bleu Héros qui vous accueillait à Montpellier. Merci à Flamidia Padéou. Merci également à vous, Gilles Fumet. Je rappelle que votre dernier livre avec Pierre Affard, c'est l'Atlas de l'alimentation. Et merci à vous, Ève Mérillon, d'être venu. Vous êtes responsable de l'insertion par l'activité des Restos du Cœur. C'était le temps du débat pour ce soir. Chloé Cambrolin, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier et Louise André à la technique. Aujourd'hui, Jean-Guilain Melge à la réalisation, Thomas Duterre.